à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission. Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission. Autour de l'info. D'abord, les sommaires. L'État se resserre sur Paul Kagame, son armée, ses officiers. Hier, les sanctions américaines et les pressions sont tombées sur l'armée rwandaise et ses 4 officiers supérieurs. Les États-Unis vont procéder au gel de leurs avoirs. Et d'autres restrictions sont prévues. Ils exigent au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais et le président rwandais a réagi en promettant de vouloir retirer ses militaires de la RDC moyennant certains préalables. Analyse critique et commentaires. Félix Tshisekedi a lancé hier le Forum national des affaires coutumières. Le chef de l'État attend au terme de ces assises, une meilleure intégration des pygmées, des femmes et des jeunes dans la dynamique coutumière. Aussi, le président de la République a souhaité que les forums soient un cadre pour poser les bases d'une véritable politique nationale des affaires coutumières. Usage abusif des réseaux sociaux, des sanctions sont envisagées. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi souhaite voir appliquer les sanctions contre les abus constatés. Selon les orientations données, le président envisage même la mise en place des mesures restrictives. Plusieurs ministres ont été instruits pour agir. Voilà, c'est tout pour les titres. Votre émission est en direct. Vous pouvez réagir en nous écrivant au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à votre émission. Voilà, mesdames, messieurs, merci encore une fois de votre fidélité à votre émission autour de l'info de ce mardi 3 mars 2026. Jour pour jour, depuis le début de l'année, nous sommes ensemble pour décortiquer l'information à la une, l'actualité qui se déroule en République démocratique du Congo. Pourquoi pas à l'étranger? Et nous pouvons toujours parler, comme aujourd'hui nous allons évoquer dans les biscuits, cette guerre entre l'Iran et les États-Unis, y compris Israël. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce le début de la 3e guerre mondiale? Ou bien c'est une situation qui va se calmer bientôt? Nous allons en parler avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord à ma gauche, M. Christian Mambou, économiste de formation, de carrière, mais aussi analyste politique. Bonjour M. Christian. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. À sa droite, Joe Mayele, analyste politique et secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Bonjour Joe Mayele. Bonjour Monsieur Gustave. Ça faisait longtemps que vous avez participé sur ce plateau dans cette émission autour de l'info. Exactement. Dieu a permis à ce que nous puissions participer. Nos calendriers médiatiques étaient aussi saturés. Vous savez, les gens nous demandent de gauche comme de droite, mais comme la RTNC c'est une chaîne mère, automatiquement on doit aussi poser notre figure ici, nos prestations ici. Donc c'est pourquoi nous sommes là en tout cas. Merci. Merci de votre présence. À ma droite, Cléophas Nyembwe Nyerere, politologue, praticien de la politique également et aussi député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour, honorable député. Bonjour Gustave, bonjour aux amis avec lesquels nous allons partager ce matin. Bonjour à toute l'équipe technique de la RTNC. Bonjour à tous les téléspectateurs qui pourront nous suivre. Nous disons que le Congo nous appartient. Enfin, les sanctions sont là. Enfin, les sanctions sont là. Merci. Il y a aussi Monsieur Djaï Talou et puis Monsieur Maître Charles Mabika et Maître Janon Lompempe qui pourront nous rejoindre en cours de l'émission. Nous commençons d'abord par ces biscuits, cette guerre
qui commence déjà et qui est en vigueur entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Du côté des États-Unis avec Israël qui bombarde l'Iran, qui bombarde et l'Iran qui réplique en bombardant aussi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut en déduire. Est-ce le début de la Troisième Guerre mondiale ou bien c'est une situation qui pourra avoir une issue pacifique? Cleophas Nyembwe, vous n'avez qu'une minute parce que c'est un biscuit. On va en parler. Merci beaucoup. Merci pour l'occasion, comme je suis le premier, à pouvoir prendre la parole et à dire un mot sur ce qui se passe entre l'Israël, l'Iran, mais Israël avec l'appui des États-Unis. Moi, je crois que personnellement, s'il faudra analyser conformément aux lois internationales, ce qui s'est fait, c'est une violation de la loi, c'est une violation de la loi, mais comme on dit que la politique est un jet d'intérêt, chaque gouvernement a de l'intérêt dans toute action qu'il mène, et qu'aujourd'hui les États-Unis tenant à cette position n'ont pas voulu abandonner l'Israël. Mais les conséquences sont très lourdes. Nous les avons déjà senties depuis hier. Je vous informe que moi j'ai un ami qui devrait prendre son avion pour continuer son voyage. Il est bloqué à Dubaï depuis 48 heures. Donc les conséquences économiques sont très lourdes. Et j'ai aimé le soir quand le département américain a demandé à l'Iran d'accepter les négociations. Je me suis dit, ah bon, c'est que ça commence. Donc, bref, c'est pas une bonne chose. Nous ne souhaitons pas que cela puisse embraser le monde parce que vous savez que l'Iran n'est pas seul aussi. Et pourquoi cette guerre? Quel est le centre d'intérêt pour les téléspectateurs qui entendent qu'il y a la guerre et ils doivent comprendre c'est quoi au juste? Quelle est la pomme de discorde? Il est vrai qu'en politique, il y a le non-dit, mais ce qui est dit, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, ce qui est dit est que les États-Unis s'opposent à ce que l'Iran ne puisse pas avoir des bombes. Son arme nucléaire. C'est ce qui s'est dit en public. J'ai dit bien, ce qui s'est dit en public. Mais en cache-cache, il y a beaucoup de choses qui se disent. Il y a beaucoup de choses parce que si c'était pour cette arme-là, on n'allait pas engager cette guerre. Parce que si on engage la guerre parce qu'on veut fabriquer une arme, je ne sais pas si c'est quelle loi qui donne le pouvoir aux États-Unis d'aller attaquer tout pays qui veut avoir une arme nucléaire. À moins que j'ai mal lu la politique internationale. Donc, bref, c'est ça la raison qui est mise sur la table comme public, mais il y a beaucoup de choses, les non-dits, qu'on ne sait pas développer ici parce que comme vous m'aviez donné qu'une seule minute, je préfère être respectueux de votre parole. Merci Cleophas. Christian Mambou, vous suivez de près cette guerre, ces violences qui reprennent. Il y a eu autant de négociations, mais qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, c'est l'escalade entre les deux pays. Comment vous analysez cette situation dans une minute? Il y a eu une première tentative. Souvenez-vous qu'il fut un moment, quelques années, l'Iran avait attaqué aussi l'Israël. L'Israël avait aussi provoqué l'Iran. Mais dans ce contexte actuel, nous devons nous mettre à l'heure des enjeux. Nous remarquons seulement qu'après l'épisode de Venezuela, où le président des États-Unis a été exfiltré un président en fonction, nous sommes maintenant au niveau de l'Iran. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi qu'il y a la Russie qui continue à occuper l'Ukraine et la RDC qui est au centre de l'épicentre des enjeux entre les États-Unis et la Chine. Donc, si nous regardons cela, nous nous mettons dans un contexte de leadership mondial. Donc, le centre d'intérêt
leadership ou domination, hégémonie. Bon, ce sont des termes non consacrés, ce que vous êtes en train de dire là. Nous sommes dans un pays qui fait partie du concert des nations. Nous ne pouvons pas expliquer les conflits internationaux sur base de mots durs. Donc nous disons que ce sont des conflits de positionnement, de stratégie de positionnement au niveau mondial. Des grandes puissances. Vous vous souviendrez que il y a eu le problème de l'Irak avec Saddam Hussein, où on a décrié, on a voulu condamner on a condamné Saddam Hussein d'ailleurs, on a trouvé le prétexte d'attaquer l'Irak en disant qu'il était en train de préparer les armes de destruction massive. Mais on n'a jamais découvert ces armes de destruction massive. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette politique américaine? Non, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec cette politique américaine. J'ai dit qu'il y a des sous-entendus. J'ai parlé de guerre de positionnement, de conflit de positionnement entre les trois grandes puissances mondiales aujourd'hui. Et on parle de la Chine, on parle de la Russie, on parle des États-Unis. Le monde aujourd'hui est dirigé économiquement. La plus grande puissance mondiale économique aujourd'hui, c'est la Chine. Après la Chine, nous avons la Russie. Après la Russie, maintenant, ça vient les États-Unis. Les gens ne semblent ne pas le savoir. Mais les réserves en or de la Russie... Il y a une position qui ne réjouit pas les États-Unis. Hein. Voilà. Donc, les États-Unis, avec la politique de s'accrocher avec le monde occidental, l'Europe occidentale, a pris des retards par rapport aux autres qui étaient beaucoup plus dans la prospective. Les États-Unis avaient trouvé que le monde se partageait à quelques régions, la région de l'Amérique latine, la région Afrique et la région du Moyen-Orient. Et vous remarquerez que même aux États-Unis, le ministre qui s'occupait de l'Afrique, c'était un sous-secrétaire d'État. Ce n'était pas le secrétaire d'État lui-même, mais c'était un sous-secrétaire d'État. Donc quand il y a des conflits au Moyen-Orient, c'est le secrétaire d'État qui s'en va, mais quand il y a des conflits en Afrique, c'est le sous-secrétaire d'État. Mais depuis un certain temps, la politique diplomatique des États-Unis est en train de changer. Les États-Unis commencent à intervenir au sommet de leur administration par le président Trump. Ils changent les d'accord, pour terminer, on parle des sanctions, plutôt des conséquences économiques dues à cet affrontement. Vous savez, une guerre crée des conséquences économiques qui peuvent toucher jusqu'à l'Afrique et surtout la République démocratique du Congo. Il y a des liens? Si, parce que nous sommes dans un grand village aujourd'hui, hein, un grand village planétaire. Il y a l'interpénétration de l'économie. Hein. Donc nous entrons dans le monde du commerce international à un certain pourcentage au niveau de matières premières. Et ces matières premières-là sont fondamentales pour pouvoir créer certaines armes stratégiques. Fabriquer des armes stratégiques et tout. Bombes. Donc, ce qui est un fait, c'est que il ne faut pas toujours voir la guerre comme étant quelque chose de destructif par rapport à l'économie. Ça fait des fois des mutations économiques. Ça peut bénéficier à la RDC pour vendre parce que ces matières à plus cher et il y aura une demande. Aujourd'hui, nous sommes en cobalt. Sur le cobalt, oui. Le cobalt qui est notre première matière, nous sommes en train de détenir 60% du cobalt mondial. 70 aujourd'hui, ok. Alors vous êtes encore beaucoup plus précis que moi. Je suis dans le secteur. Alors, le cobalt qui rentre dans beaucoup de produits stratégiques, même des armes. Hein, le cobalt, aujourd'hui, nous sommes à 56 000 dollars la tonne. 56 000 $ la tonne. Si aujourd'hui il y a la guerre, il y a une demande, parce que déjà il y a une forte demande vu des batteries, l'énergie sur base de batteries électriques, tout ça, de tous ces véhicules électriques. Mais si aujourd'hui il y a encore la guerre qui s'exacerbe, donc nous aurons à peut-être avoir une grande demande. C'est à nous maintenant d'appliquer une bonne politique économique et minière de notre... Pour pouvoir saisir l'opportunité. Merci, Monsieur Christian Mambou. Joe Mayele, vous avez peut-être votre façon de voir les choses dans cette guerre qui commence. Je pense que je vais réfléchir tel qu'ont réfléchi mes prédécesseurs, mais je vais seulement ajouter quelques éléments de langage plus nuancés.
Il faudrait savoir que dans les relations internationales, il y a des grandes théories. Il y a le réalisme et l'idéalisme. L'idéalisme rime avec les règles qui sont internationales et le réalisme rime avec la force. La force, l'effet de s'imposer à l'international. Alors, le conflit entre l'Israël et le Liban a plusieurs vecteurs parce que par ricochet, c'est une guerre froide qui entre par les États-Unis par ricochet, qui accouche à un conflit Israël-Iran. Mais je prendrai sous deux rubriques. La première rubrique, c'est qu'il y a des thèses économiques qui sont avancées. Il faudrait savoir que les États-Unis aujourd'hui est classé parmi le premier producteur de pétrole et l'Iran est 9e. Alors, deuxième thèse, c'est une thèse qui est plus géopolitique parce que les États-Unis, quand vous regardez la configuration du monde actuel, c'est comme si nous rentrons vers le XXe siècle. Il y a un bipolarisme, ça signifie les États-Unis est là, tenant d'affiche avec ses alliés. Il y a aussi la Russie, la Chine et ses alliés. Alors les États-Unis est en tête d'affiche, est en train de poser ses bases. Alors il y a déjà des bases qui sont posées dans, si vous regardez en Israël, Koweït, Arabie Saoudite. C'est dans cette logique-là que les États-Unis est en train de s'imposer. Parce que j'ai dit ici au début que dans les relations internationales, il y a deux approches. Ici, les États-Unis utilisent l'approche réaliste, l'approche de s'imposer par la force. Il faudrait savoir aussi, nous courons vers la sophistication des armes. Alors, les comportements des États dans l'approche réaliste, c'est la force. Alors, lorsqu'on doit imposer la force, on doit éliminer aussi ses concurrents. Donc, l'Iran aujourd'hui détient le programme nucléaire. Alors, vous connaissez dans l'aspect militaire ou dans la sophistication de l'armement nucléaire, qu'est-ce que c'est l'armement nucléaire? Excusez-moi pour la tautologie. Alors, dans cette logique réaliste, il faut éliminer, mettre de côté les concurrents, puisque l'Iran ne s'aligne pas dans la logique américaine. L'Iran s'aligne dans la logique socialiste, si vous vouliez, hein, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, nous rentrons dans le XXe siècle. Quand vous regardez la Russie, la Chine, les idéologies, c'est plus le socialisme ou le communisme, si vous vouliez. Et les États-Unis, c'est lui, les capitalistes et ses alliés. Donc, c'est dans cet aspect. Il y a aussi une troisième thèse. Lorsqu'il y a eu des conflits dans les pays voisins, par exemple le Liban, l'Iran a eu Liban et plutôt Israël et Liban, il y a eu des conflits. Israël a eu accusé l'Iran de pouvoir armer par exemple les Hamas au Palestine, il a armé les Hezbollah au Liban. Donc toute cette dent, parce que au fait nous sommes en train de décrypter ce qui se voit, mais il y a plus. Vous pouvez conclure, on n'avait qu'une minute. Il y a plus de motivation, il y a plus. Ce n'est qu'un biscuit. Il y a plus de motivations qui sont internes. Donc ce que je peux dire aujourd'hui, c'est un comportement étatique qui est purement étudié, qui est cadré dans. Mais est-ce que il y a la République démocratique du Congo peut profiter de cette occasion ou peut-être il peut y avoir des conséquences néfastes? Non, je ne dirais pas que non, je ne dirais pas qu'il y aurait des conséquences. Vous savez, aujourd'hui le Congo c'est un pays hybride, c'est un pays intermédiaire tant pour le bloc communiste que pour le bloc capitaliste. Tous ils sont à la recherche de la sophistication des armes. Tous ils sont à la recherche de la nouvelle technologie. Les producteurs, c'est aujourd'hui. Non, le Congo n'est même pas producteur. Le Congo, en fait, c'est la mamelle. Le Congo, c'est la source. C'est là où on vient puiser. Ici, on ne vient pas. Nous ne produisons pas d'abord. Ici, en fait, le Congo, quand vous regardez, vous avez l'œil plus environnemental. Que ce soit ceux qui sont du bloc de la Chine et ses alliés, que ce soit ceux qui sont du bloc des États-Unis, vous verrez que tous bénéficient de la forêt équatoriale. Du plan de vue environnemental, le Congo, aujourd'hui, c'est le deuxième poumon forestier du monde. Donc après l'Amazonie, c'est la République démocratique du Congo. Donc je pense que dire que le conflit Israël-Iran serait néfaste pour la République démocratique du Congo, je ne pense pas. Parce que autant la Russie a besoin de ressources pour alimenter ses entreprises militaires, ses entreprises technologiques, autant les États-Unis.
Et quand vous regardez, regardez par exemple le coltan. Nous avons 80% du réserve mondiale. Merci. On va entrer en profondeur parce que nous ne pouvons pas laisser une situation externe sans en parler parce que mais il y a un élément très important, avoir des conséquences sur la guerre. Oui. Je les invite tous à consulter la boîte email du ministre Julien Paloukou dans ce qu'il a tweeté hier. Il annonce déjà que ça aura des répercussions sur le pétrole en RDC. Voilà, merci. On peut continuer. D'accord. Alors, nous entamons les grands sujets, beaucoup plus sur cette situation dans l'Est de la RDC avec les pressions et les sanctions américaines qui tombent sur l'armée rwandaise, ses officiers. On peut dire que le Rwanda est asphyxié à l'heure actuelle. On revient sur la résolution 2773 avec aussi la résolution 2808 et les décisions prises par les États-Unis pour imposer à Paul Kagame de pouvoir quitter la République démocratique du Congo avec ses troupes. Et c'est la situation actuelle, et puis on a vécu la disparition de Willy Ngoma, le porte-parole militaire de M23 AFC. Voilà la situation, mais entre-temps, il y a l'armée congolaise qui est en train de prendre les dessus sur les troupes rebelles, les M23 qui résistent, qui sont encore sur les sols congolais. Christian Mambou, vous suivez l'actualité. Comment vous appréhendez d'abord la mort d'Ngoma, mais aussi ces sanctions américaines? Est-ce que ça va finir par faire partir les troupes rwandaises du sol congolais, ou bien c'est, comme les opposants veulent le dire, c'est encore une autre diversion américaine? Bon, par rapport à la mort de notre frère égaré... Et vous avez 3 minutes, hein? Aujourd'hui, je donne les minutages parce qu'on a autant de sujets. Il y a des sous-questions qui peuvent venir. Et voilà, vous avez 3 minutes. Vous avez pris mes 30 secondes. Bon, maintenant je continue. Par rapport à notre frère égaré, qui aurait trouvé la mort lors d'une frappe de nos forces, pour moi, c'est un non-événement. Il a choisi le mauvais côté de l'histoire. Il s'est retourné contre son peuple et il a été malheureusement de notre culture, de ma culture à moi, qui est du Congo central, de Simon Kimbangu. Et de Simon Kimbangu avait dit ne jamais retourner l'arme contre son peuple, ne jamais faire couler le sang du peuple congolais. C'est comme ça que lui, il avait, pour une fois, coulé le sang de façon définitive pour que le peuple congolais soit libéré, soit émancipé, soit indépendant. Malheureusement, les gens n'ont pas compris. Ils continuent à faire couler les armes, à couler le sang de leurs frères, croyant que c'est par ce schéma-là qu'on peut devenir chef. Plus jamais. Par rapport à... Il était congolais, parce que j'ai vu dans la presse... Il s'appelle Willy Ngoma. J'ai vu dans la presse qu'on a donné son nom rwandais. Nous sommes dans une presse officielle... qui n'était pas congolais. Nous sommes dans une presse officielle de la République démocratique du Congo, la RTNC2. Nous ne sommes pas dans des chaînes périphériques. Tout ce que nous disons ici peut engager la République si jamais c'est passé au travers la télévision nationale qui est la RTNC2. Donc pour moi, Willy Ngoma, c'est un nom congolais. Ngoma, c'est un nom de chez moi. Ça veut dire tam-tam, ça veut dire tambour. Alors, il se retrouve là-bas, il se dit, s'il est rwandais, je ne le sais pas, mais à ce jour, il a été affiché comme étant un Congolais du Congo central. Alors, il a retourné les armes contre son peuple. C'est comme ça que pour moi, je dis qu'il a choisi le mauvais côté, c'est un non-événement.
Et je passe cet épisode, ce chapitre-là, parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Maintenant, par rapport au deuxième chapitre que vous avez dit, les sanctions américaines. Souvenez-vous, il y a quelques semaines ici, j'étais venu, je vous ai dit, vous semblez nous faire passer une information comme quoi la CENCO aurait été soutenue par le Congrès américain et que les congressmen américains voulaient le schéma du dialogue selon le CENCO. Et qui dit CENCO dit le Rwanda. Moi, je vous avais dit que si c'était vrai, cette information, ça ne pouvait être qu'une motion d'information. Comme vous savez, dans les lexiques de l'Assemblée nationale, du Parlement, quand on parle de motion d'information, ça n'implique pas débat. C'est une information qu'on donne comme ça. Et moi, je pense que s'il y a eu un congressman qui a dû donner cette motion d'information, ça n'a pas touché à l'ordre du jour du Congrès américain. Parce que quand le Congrès doit se réunir, il y a d'abord ce qu'on appelle la conférence des présidents de commissions et de groupes parlementaires. Donc, chez eux là-bas, des groupes du Congrès, les sensibilités du Congrès. Vous pouvez revenir sur les sanctions. Alors, non, je suis en train d'y arriver. Parce que vous avez martelé. C'est déjà passé, nous sommes aujourd'hui. Non, nous sommes dans les rappels. S'il vous plaît, monsieur Christian. Oui, je vous en prie. Aujourd'hui, nous parlons des sanctions américaines sur le Rwanda. Si vous revenez sur les congrès, ce qui s'est passé, ce qu'on a déjà analysé dans les émissions, vous prenez tout le temps et moi je vais vous couper après 3 minutes. Bon, d'accord. Mais je vous dirais seulement que ça valait la peine d'être remis à table, ce débat qui est passé. Oui, soyez concis parce que... Alors maintenant, par rapport aux sanctions. Ouais. Par rapport aux sanctions, nous ne pouvons qu'appuyer les sanctions américaines. Depuis un certain temps, le monde a fait couler l'encre sur les papiers pour dire que c'était une agression rwandaise. Il y a une certaine opinion, même congolaise, qui s'abstinait à dire que non, le conflit est interne, et voilà, la guerre ne finit pas et tout ça là. Maintenant, on a sanctionné, les États-Unis ont sanctionné, ont montré clairement qu'on doit respecter les accords qui ont été signés à Washington entre le Rwanda et le Congo sous les auspices des États-Unis. Ces accords-là doivent être respectés. Et je m'en félicite. Vous êtes optimiste? Est-ce que ce sont des sanctions qui vont, parce que tout ce que les Congolais désirent aujourd'hui, c'est de voir que les troupes, les 5 000 ou 6 000, 7 000 éléments je pense à la dernière déclaration. Ce sont les barreaux d'honneur. À la dernière déclaration de Paul Kagame, il était d'accord, mais il posait quelques conditions. Ça s'appelle les barreaux d'honneur, c'est-à-dire les derniers soupirs avant la mort. Et comment vous jugez c'est préalable? C'est factice. C'est-à-dire? C'est factice, ça fait amuser la galerie. Paul Kagame a été un régisseur, excusez-moi, entre guillemets, d'esclaves, comme on avait vu à l'époque de l'esclavagisme, où lui, il était au centre pour pouvoir frapper les nègres et faire obtenir les richesses chez les esclavagistes d'antan. Aujourd'hui, il a fait ce rôle-là, et ceux qui l'ont poussé à jouer ce rôle lui ont dit que la guerre est terminée. Maintenant, il a voulu persister, il croyait que les choses ne pourraient pas changer, c'est toujours dans l'accoutumée, et voilà. Aujourd'hui, il commence à avoir des sanctions. Et je vous donne ma main à couper. Vous êtes optimiste. Oui, oui. Voilà, d'ici peu, on parlera de Paul Kagame au passé. D'accord. Merci, monsieur Christian. Je rappelle que monsieur Jaï Ntalo vient de nous rejoindre, mais aussi maître Charles Mabika qui vient de nous rejoindre dans ce débat. Alors, monsieur Jaï Ntalo, vous nous suivez en train de parler de la situation de l'Est, avec ces sanctions américaines qui tombent sur les Rwandais, sur l'armée rwandaise, mais aussi sur les officiers supérieurs.
Comment vous appréhendez ces sanctions? Est-ce pour cette fois-ci, on peut penser que réellement les troupes rwandaises vont quitter les sols congolais parce que c'est l'exigence des États-Unis? Merci beaucoup, M. Gustave. Merci aussi aux amis qui sont dans les plateaux, sur ces plateaux ici. La situation de Rwanda la fois passée, si je me rappelle encore de l'émission, c'est parmi je pense la deuxième émission que j'avais participé. Vous avez 3 minutes pour ça. Et j'avais dit que la situation du Rwanda, on a déjà tourné la page. Vous savez, quand vous écrivez... On a tourné la page, c'est-à-dire les troupes rwandaises sont encore dans l'est de la RDC. Monsieur Gustave, j'ai dit une chose. Et vous dites on a tourné la page. On a déjà tourné la page. Si je l'ai dit, on a tourné la page, c'est quoi? Ils sont partis aux accords. Mais il y a eu des clauses. Mais au niveau du Rwanda, ils n'ont pas respecté. Et au niveau international, ce qu'ils avaient fait, cette signature. Donc c'était devant plusieurs nations et le monde entier. Quelque part, on a touché l'autorité des États-Unis. Et on a dénigré les Américains, et particulièrement le président Trump. Donc, si vous voyez après Uvira, voyez comment ils ont quitté. Parce qu'il y a eu déjà une pression, comme l'a dit Christian. M. Christian. Ils ont quitté Uvira, mais ils n'ont pas quitté les sols congolais. Oui, ils n'ont pas quitté. Ils n'ont pas quitté Bukavu, ils n'ont pas quitté Goma et jusqu'à Bunagana. On y va lentement. Je vous rappelle la Deuxième République. Le président a pleuré. Quand le président a pleuré, les Congolais ne comprenaient pas. Le président a dit qu'on m'a poignardé. Le président Deuxième République, je parle de la Deuxième République. Je ne vais pas être trop sonore. Mais la Deuxième République, quand le président a pleuré, nous avons vu. Quand le président a dit qu'on m'a poignardé, nous avons vécu ça. C'était déjà la page qui était déjà tournée. Donc, une nation, ou bien un homme au rang de Kagame, qui avait le lobby, donc le lobby mondial, international, mes chers amis, ce n'est pas une personne qu'il faut libérer comme ça. Parce qu'il y a des accords, il y a des clauses. Dans ces clauses-là, on y va lentement, mais vous voyez maintenant, l'Europe a changé de face. Hein. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'enfant de l'ex-président rwandais, Habyarimana. Il était ici, non? Maintenant, il est en France. Hein. On doit les recevoir par les Français. Et ça veut dire quoi? Et c'est ça la politique. Et en dehors de cet enfant, il y a encore comment on appelle c'est tour des films, comment on les appelle? Les acteurs. Un acteur de film qui a tourné aussi un film, mais qu'on avait arrêté. Mais les Américains l'avaient récupéré. Et aujourd'hui, il est aussi dans cette course-là. C'est déjà un pas. Aujourd'hui, les Kagame qui ne parlaient pas, aujourd'hui Kagame parle. Il a parlé, il a dit quoi? Il dit mais... Qui peut intéresser les Congolais. Il a dit je m'en fous. Et moi, je vais me battre. Allez vous faire foutre. Ça dit beaucoup. Donc là, ce sont des anciennes déclarations. Mais ce sont les déclarations. À propos de ces sanctions, il a promis de pouvoir retirer ses troupes, mais à condition. Vous ne connaissez pas Kagame. Il faut connaître l'homme. C'est un problème d'homme. Et quand il faut connaître l'homme, il faut voir dans son comportement. Il vit comment? Lui, il est resté comme ça dans son sang. Il a pris le pouvoir dans ce sens-là. Et il connaît que dans ce pouvoir-là, il a des relations. Donc, d'accord que les sanctions vont les fragiliser. Mais oui. Vous êtes optimiste? Oui. Il le sait bien. D'accord. Merci, Monsieur Jaï. Dieu Maïli,
Kagame sanctionnait, l'armée rwandaise sanctionnait, les officiers supérieurs sanctionnés. Est-ce que ce n'est pas une façon de divertir encore ou bien vous, comme des lignons sacrés, vous êtes optimiste que ça va cette fois-ci réussir? Je n'entre pas dans votre argumentaire, cet argumentaire qui n'est pas assez consommable. Quand vous dites que ça va divertir, non, je ne pense pas. Alors, la première des choses, tous ici nous devons être d'accord avec une chose. L'approche diplomatique du chef de l'État donne des fruits. Ça, c'est la première des choses que nous devrions être tous d'accord. Parce que lorsque on se comporte positivement à l'international, automatiquement ça accouche des résultats. Et tout ce que nous avons avec Kagame aujourd'hui, c'est les résultats des démarches diplomatiques du chef de l'État. Ça, c'est la première approche. Donc, lorsqu'on parle des sanctions, lorsqu'on parle des résolutions positives qui partent au bénéfice de la République démocratique du Congo, que nous soyons de l'opposition, de la majorité, de la société civile, nous devons avoir une pensée moniste. Cette pensée qui est directionnée vers les efforts diplomatiques du chef de l'État. Si nous étions dans notre siège, j'allais applaudir premièrement pour cette approche diplomatique-là. Parce que vous saviez, lorsque le chef de l'État a commencé la gymnastique diplomatique avec les différents voyages, il y a certains qui ont donné une connotation néfaste. Il y a certains même qui ont eu à dénigrer l'approche du chef de l'État. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Vous savez, cette guerre a transité plusieurs générations. Maintenant, nous sommes dans les trentaines. Il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila qui était à la Genèse. Il y a Joseph Kabila qui est passé. Il y a Félix Antoine Tshisekedi. Mais lorsque vous regardez les temps passés au pouvoir de Tshisekedi et de Kabila, vous verrez que Tshisekedi a entrepris plus de mécanismes diplomatiques et des efforts que son prédécesseur. Ce sont des observations qu'il faut faire. Alors, on parle de la posture de Kagame. Vous savez, aujourd'hui, Kagame est touché de partout. Kagame est touché de partout parce que là où il partait faire ses business, que ce soit à Doha, que ce soit aux États-Unis, diplomatiquement, le chef de l'État a amené un langage. Le langage, c'est quoi? C'est que nous ne voulons plus de morts, venez bénéficier de nos minéraux, mais par des canaux qui sont appropriés. Vous voyez le langage. La deuxième des choses, ou la troisième des choses, il faudrait que, ici, tous soyons d'accord sur le narratif international de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas que l'international, ou le monde international, a dit que c'est le Rwanda qui agresse la RDC. Non. C'est la RDC qui a imposé à l'international les narratifs que c'est le Rwanda qui nous agresse. Ça, nous devons être d'accord. Parce que ce soit Mouzé Kabila, que ce soit Joseph Kabila, ils n'ont pas réussi à imposer ces narratifs à l'international. D'où, lorsque nous gravitons dans le grand forum international, soit lorsque nous sommes dans les tremplins internationaux, quand on parle du conflit qui est à l'est du pays, ce qui ressort, c'est que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Alors, cette République démocratique du Congo, comme j'ai dit plutôt dans mon analyse internationaliste, que le Congo est un pays hybride. C'est un pays épicentre. Ça signifie que tous les blocs, que ce soit les blocs communistes, que ce soit les blocs capitalistes, bénéficient des richesses de la République démocratique du Congo. Je vous ai même parlé de l'approche environnementale. Alors aujourd'hui, les États-Unis font une course dans l'économie, une course dans les militaires. Parce que si vous regardez aujourd'hui, que ce soit la Corée, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, tous ont des armes sophistiquées. Mais qu'est-ce qui alimente ces armes sophistiquées? Ils ne détiennent pas les minéraux qui alimentent ces armes sophistiquées. Que ce soit, demain nous allons transiter vers les véhicules électriques. Qu'est-ce qui alimenterait les véhicules électriques? C'est ici, je pense que c'est le lithium. Et le lithium se trouverait où? Ici. Si aujourd'hui les États-Unis veulent taire la course à l'armement, l'uranium à haute teneur se trouve ici en République démocratique du Congo.
Vous m'aviez pris... Plus précisément à Likasi. Merci beaucoup. Vous m'aviez pris l'angle lorsque j'étais en train... C'est ce qui est connu. Allez-y, allez-y. C'est ce qui est connu. Ça, c'est ce qui est connu. Oui. Allez-y. Mais Katanga là, les Katanga que vous voyez, je vous coupe pas la parole, mais Katanga... Non, vous les faites déjà. Allez-y. Vous les faites déjà. Alors, le Congo détient plus de 80% des réserves mondiales du coltan. Le coltan aujourd'hui, je dirais que c'est la pièce principale pour créer les smartphones. Vous connaissez l'importance des smartphones dans le monde communicationnel. Revenez sur les sanctions. C'est une ramification en fait. Ouais. Il faudrait pas restreindre l'analyse. L'analyse ne doit pas être restreinte. Donc, je suis en train d'ouvrir mes analyses pour déboucher dans une conclusion. Conclure. Alors pour vous dire que ces sanctions, comme j'étais en train de dire, ces sanctions sont les résultats d'une méthodologie diplomatique. La méthodologie diplomatique de Félix Antoine Tshisekedi, il a bien vendu son pays, il a bien vendu les intérêts de son pays, et aujourd'hui nous avons les résultats. Moi j'ai toujours dit aux personnes qui disent que Tshisekedi aurait vendu les pays, aurait bradé les minerais. Je prends un exemple pour terminer. Les États-Unis au début du XXe siècle n'étaient pas forts. L'hégémonie, c'était l'hégémonie britannique. Il y a un amiral américain qui s'appelle Alfred Mahan. Il a réfléchi en disant que si nous essayons de nous battre avec les Britanniques, nous serons des perdants. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, être allié aux Britanniques. Ça, c'est au début du XXe siècle. Les États-Unis n'étaient pas forts. Après, être allié aux Britanniques, c'est copier la manière dont les Britanniques font dans l'aspect militaire. C'est ce qui a fait de les États-Unis une grande force à la deuxième guerre mondiale. Et c'est cette même logique-là, la logique du copier-coller, du mimétisme positif que le président Tshisekedi a employé, et ce mimétisme positif, automatiquement, nous avons les résultats aujourd'hui. Vous ne croyez pas la résistance de Kagame? Je vous dis, je pense que mon aîné a dit que la guerre c'est une page. C'est une page. Vous savez, des déclarations, des résolutions, des accords. Il résiste. Il suffirait seulement de voir la communication de Kagame qui est très versatile. Parfois, derrière sa communication qui démystifie la thèse de Nanga, qui dirait qu'ils viennent pour renverser les dictateurs. Kagame qui réclamerait le sol en République démocratique du Congo. Kagame qui dit que cette guerre n'est pas le problème de M. Tshisekedi, mais c'est quelque chose qui est historique, qui date de très longtemps. Donc, si vous regardez la manière dont Kagame communique, si vous avez l'œil politologique, vous comprendrez que Kagame n'est plus à l'aise, parce que même Doha, il a affaibli. Très affaibli. Je dirais au superlatif, très affaibli. Vous savez, même les mondes économiques aujourd'hui tournent aussi autour de Doha. Vous voyez, quand on va à Doha, Tshisekedi est maintenant le privilégié de Doha, ça je vous dis, je pense que vous connaissiez. Et on m'a dit que Doha, c'est le siège où se faisaient les sales travaux, si vous vouliez, où se vendaient les minerais de sang. Et c'est Tshisekedi qui est la personne la mieux consommée maintenant à Doha. Merci. Merci, Diomaye. Clofas, vous pensez que je vais vous oublier? Non. Non, je n'ai pas dit que vous allez m'oublier. Je suis sur le plateau. Je crois que vous n'êtes pas optimiste. Tout ce qu'on a dit là, vous pouvez peut-être dire le contraire sur ces sanctions qui tombent sur le Rwanda. Non, moi, je vais plutôt commencer par ce que vous aviez dit dans la question. Vous avez fait allusion à la mort de Willy Ngoma et les sanctions après. Il faudrait que je puisse dire un mot sur Willy Ngoma. C'est très important. Ne pas parler de Willy Ngoma, c'est comme qui dirait je ne suis pas du bon côté. Et les gens doivent comprendre que si nous parlons aujourd'hui de Willy Ngoma, c'est parce que Willy Ngoma avait une haute fonction au sein de l'armée de l'autre côté. Et que la fonction qu'avait Willy Ngoma, il était le porte-parole de ces gens-là, c'est-à-dire comme qui dirait dans leur gouvernement. La même fonction qu'avait Mouzé Kabila. C'est ce que j'allais dire. Alors que c'est la même fonction qu'avait Mouzé Kabila lors de l'entrée de l'AFDEL. Les gens minimisent. Il ne faut pas minimiser Willy Ngoma. Il est d'une très grande importance et nous devons parler de lui. Porte-parole d'un mouvement rebelle. Vous êtes contre Christian qui a dit que c'est un non-événement. Je ne suis pas contre lui. Il a condamné de sa manière. Laissez-moi condamner aussi de ma manière. Allez-y. Ne m'opposez pas à mon frère, alors qu'il n'y a pas à s'opposer ici. Non, mais lui a dit
C'est un non-événement. Vous dites... Moi, je dis que c'est un événement important, nous devons en parler. Vous êtes croisé, Willy Ngoma, en sa qualité de porte-parole, parce que je vous informe que Kabila n'avait jamais été désigné par le Rwanda pour prendre le Congo. Non. Vous voyez mon âge, n'est-ce pas? Je suis politique, 12 ans comme député, je dis ce que je connais et je connais ce que j'ai dit. Mais comme il avait la fonction de porte-parole, comme c'est lui que le monde entier suivait, c'est ainsi que Kabila s'était autoproclamé président de la République à partir de Lubumbashi, à l'insu du directoire du mouvement AFDEL. Donc aujourd'hui, ne pas parler de Willy Ngoma, ah, mais je dis, mais comment? Mais c'est Willy Ngoma. C'est monsieur de Willy Ngoma. Willy Ngoma, le jeune homme Willy Ngoma. Willy Ngoma. Je dirais comme Nicole a dit, que si j'étais sur un plateau autre que... Et Joe Mayel plutôt. Que si j'étais sur un plateau autre que celui de la RTNC, j'allais me prendre le champagne ici. C'est vrai? Mais je vous dis... Pour la mort des... Mais je vous dis, la Bible dit que le salaire du péché c'est quoi? Vous êtes un chrétien, papa. Complétez-nous. C'est la mort. Pourquoi vous ne voulez pas compléter? Vous êtes un chrétien, serviteur de Dieu. De sur quoi? La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Mais Willy Ngoma a eu son salaire. Un bon salaire d'ailleurs que je suis en train de prier pour que ça tombe aussi sur Nanga. C'est un bon salaire. Papa, on n'a pas à se voiler la face. Vous allez m'interdire moi de parler de Willy Ngoma ici. Willy Ngoma qui a donné l'ordre pour qu'on puisse tuer mes frères et mes soeurs. Willy Ngoma qui disait que d'ici le 30 juin de l'année passée, il devrait être ici à Kinshasa. Willy Ngoma qui disait que... non. Vous avez vu quand Goma était tombé, vous aviez vu dans quelle arrogance Willy Ngoma humilier ceux qui étaient venus pour aider la République. En tapant sur les épaules comme ça, allez, courez vite. Allez, les macaques, allez, courez. Et un monsieur comme ça, qui est allé sur le terrain, il est mort où? Même pas à Goma. Il est allé dans la mine de Rubaya. La mine qui pose problème. Et c'est-à-dire, il est mort sur le terrain. Et je crois que c'est une bonne mort pour moi. Une très bonne. Très bonne mort. Ce qui peut présager la victoire. Mais cette mort annonce quelque chose, papa. Qui pensait que Willy Ngoma pouvait mourir aujourd'hui de cette manière-là, et enterrer de cette manière-là? Parce que moi je pensais que le jour où on a exposé les cercueils pour enterrer, j'allais voir la photo de Willy Ngoma sur un cercueil comme officier. Je n'ai pas vu cette photo-là. Certaines sources font état que Willy Ngoma a été enterré comme un bébé. Quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Les leçons qu'il faut tirer est qu'il faut rester de bon côté. Ne jamais trahir le Congo. Congo, c'est notre pays. Ici, je lance un message à tous ceux qui s'opposent à aimer le Congo. L'article 64 est clair à ce propos. Donc, soyons tous ensemble pour que nous puissions sécuriser notre Congo. En ce qui concerne les sanctions... Un mot sur les sanctions, hein, parce que votre temps est largement débordé. Allez-y. Allez-y, Clopas, allez-y. Les sanctions, ce n'est que le fruit d'un grand travail abattu par la République. Et... comme mon frère vous a dit, je vous avais dit ça la semaine passée, que Kagame est devenu de plus en plus communicant du Rwanda. Il fait les déclarations chaque 2 jours. Et les sanctions qui sont prises par les États-Unis contre le Rwanda et les militaires, les officiers militaires qui ont conduit et qui conduisent encore jusqu'à aujourd'hui les opérations en RDC, ce sont les sanctions à louer. C'est parce que c'est un travail qui a été fait par la voie diplomatique. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui les fruits de cette meilleure diplomatie qui a été faite par l'équipe gouvernementale. Comme je le disais toujours ici, que... Mais il y a eu des sanctions sur James Kabarebe et les autres officiers qui n'ont rien changé sur le terrain, Clopas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous attendez comme changement. Le changement, c'est que les troupes rwandaises quittent d'abord la RDC et qu'il y ait
cessation Les sanctions ont été annoncées hier. Les sanctions ont été annoncées hier. Nous n'avons même pas encore consommé 24 heures. Pour vous, ça n'a pas produit d'effet. Il y a eu des sanctions sur d'autres officiers supérieurs de l'armée rwandaise, mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas produit des fruits. C'est pourquoi les bouches des opposants disent que c'est peut-être encore notre diversion américaine, parce que les États-Unis sont capables de prendre Paul Kagame, de chasser ses troupes en un clin d'œil, comme il a fait avec Maduro. Merci d'avoir joué le rôle des opposants. Non, moi je vous rapporte, donner des solutions. Mais c'est ce que pas dire que je joue, je vous mets devant le fait accompli. Allez-y, Clopas, on termine. Ok, je dis simplement, je vous appelle au calme. Je vous appelle au calme, vous allez vivre les choses, comme on dit à Lingala, calamingité. Ce n'est qu'un début, c'est un processus. On vient d'annoncer, il y a maintenant la mise en application. Prendre les sanctions est une chose et les mettre en application en est une autre. Merci. Merci Clopas. Maître Charles Mabika, je crois que ce n'est pas la première ou la deuxième fois, c'est la troisième fois que vous participez à cette émission. Vous avez fui le plateau depuis un temps, vous êtes là. Vous nous trouvez sur ce débat, sanctions, pression américaine sur le Rwanda. Et comment vous analysez cette situation? On peut s'attendre à la victoire définitive des FARDC, de la RDC sur le Rwanda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Gustave. Bonjour encore une fois de plus à tout le monde. Bonjour. Je suis heureux de retrouver mon plateau habituel que j'aime bien. Nous étions emportés par cette situation. Je rappelle que je suis de la société civile, précisément coordonnateur de l'ONG du FIS, défenseur des faibles face aux injustices sociales. Je porte un message avant de répondre à la question. Mon message, c'est par rapport à la situation de personnes qui sont déguerpies dans les quartiers Laurent Désiré Kabila, précisément à Batakouloussou, à côté de l'aéroport. Ils sont en train de passer la nuit à la Belle Étoile. Je pense que je suis à la radio nationale, télévision nationale, la RTNC. Je implore et je demande aux autorités que nous avons déjà saisies par le voie de correspondance de songer à ces gens. Nous sommes là pour le cas humanitaire. Ça fait très mal de voir les enfants passer nuit à la Belle Étoile et les parents ensemble. Et puis il y a même le cas des morts, les écoles déguerpies et démolies, les centres, les hôpitaux démolis, le malade abandonné, les enfants abandonnés. Donc ça nous fait mal. Nous demandons vraiment qu'il y ait une assistance financière, pourquoi pas même une indemnisation pour que ces gens se retrouvent. Oui, merci beaucoup. Je reviens à la question qui nous a été posée pour la situation de l'Est de la RDC et puis les sanctions. Oui, franchement, étant de la société civile, nous ne sommes pas politiciens. Nous sommes très contents de voir que ce que nous avons voulu et ce qu'on ne s'attendait pas est en train de se réaliser sur le terrain. Ça nous fait bien. Pourquoi? On ne s'attendait pas qu'un jour, M. Nanga qui avait donné une date pour être ici à Kinshasa, M. Wilingoma qui a piétiné les engins de la FARDC en les appelant les Nyama Oyo, donc Bakimi Bango Nyonso. Donc à la tête toujours comment? Nous le voyons être pris par les drones. Donc ça donne, ça rajeunit la foi et l'espoir est là. Parce qu'on dit la foi fait vivre. Nous sommes très contents de voir que... Donc, vous voulez dire que Willingom qui martyrisait les faibles et vous êtes les défenseurs de... Textuellement, vous m'avez vraiment compris. Défenseurs des faibles, voilà. De la population qui a été martyrisée à Goma, à Bukavu. Effectivement, nous avons vu nos frères, je sais, nos mamans être violées, des situations insupportables qu'on ne peut pas même raconter ici, dans le fond, parce que ça fait même honte son bantou. Mais quand nous voyons une telle personne, moi je voyais ce monsieur-là, je priais Dieu, j'ai dit mon Dieu, tu ne peux pas faire descendre quelque chose qui peut engloutir ce monsieur-là là où il est en train de parler. Et je dis que Dieu a répondu à ma prière. Voilà. Franchement, j'étais à la maison du cadastre de Limité lorsque la nouvelle était arrivée. Là où j'étais, j'ai dit mais on peut pas danser même. Voilà. Et tout le monde était emporté par la joie. Je pensais que j'étais seul. Ah donc vous n'êtes pas seul, mon honorable. Merci bien. Merci beaucoup. Donc c'était une joie de voir le monsieur partir et c'est un monsieur qui pesait.
Si vous voyez même Nanga qui prend le devant aujourd'hui, Willy Ngoma était là, Nanga est allé rejoindre. C'est Willy qui portait la charge de ces gens-là. La guerre médiatique. Pour moi, chers Congolais, soyons clairs que nous sommes dans le bon. Ça promet. C'est une joie que nous avons vue. Et là, même si nous ne sommes pas politiciens, mais étant Congolais, nous pouvons mettre un coup de chapeau, jeter un bouquet de fleurs sur le président de la République qui a montré qu'il comprenait la situation. Il a pris la situation de la guerre au sérieux. Quand il avait dit que je vais mettre à ma tête, les gens avaient compris comme s'il va s'installer là-bas. C'est une façon de prendre son énergie, son intelligence, mettre dans cette situation de la guerre. Et vous voyez, il a effectué beaucoup de voyages qui nous a fait même nous tous mal. Je me rappelle un jour, on a même débattu ici sur la question du voyage du chef de l'État. On a dit, mais comment il doit voyager comme ça? J'ai compris que le chef de l'État a marché avec un message qui a détruit Paul Kagame, mais sous le plan international. Et Paul Kagame n'a pas de racines au niveau international. Chose qui a fait que tout ce que nous allons faire maintenant, nous avons la bénédiction du monde entier. Nous avons la bénédiction du monde entier. C'est pourquoi vous voyez que Willy Ngoma est parti, personne ne peut pas venir pour le Rwanda. Et par rapport aux sanctions américaines? Oui, c'est une situation que je n'aime pas trop entrer. Pourquoi? Quand l'Amérique dépose les sanctions, moi je pense que c'est une façon de fragiliser seulement les opinions de ces gens-là qui sont sous sanctions. Fragiliser peut-être leur notoriété sur le plan international. Ça ne va pas faciliter le respect des troupes rwandaises. Je ne vois pas, ça ne doit pas, parce que ce n'est pas la première fois. Comment on peut, chaque fois on a toujours même, nous avons les Lambert Mende, les Chadar et les autres. Je prends l'exemple type de M. Chadar. Chadar a été sanctionné depuis longtemps, parmi tant d'autres politiciens. Ce n'est que le jour que la RDC, la justice de notre pays, s'est imprégnée de la situation de Chadar, qu'aujourd'hui Chadar est fragilisé. Mais il y avait des sanctions de la RDC, mais Chadar faisait ses discours. Il était libre. Alors que vous êtes défenseur des faibles et des vulnérables, je pensais que vous allez acclamer les sanctions américaines. Non, on ne doit pas acclamer tout simplement. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on voit les Congolais ou bien les gens être sanctionnés par la RDC, par les États-Unis. Du fait que le précédent sanctions n'ont rien produit, n'ont rien changé sous la situation des faibles. C'est pourquoi on ne peut pas acclamer les présentes. Mais seulement nous comprenons que c'est bien. Moi je comprends ça comme si les États-Unis ont montré leur face par rapport aux gens qui sont sous leurs sanctions. C'est-à-dire ils ne bénéficient pas de leur confiance, ils ne bénéficient pas de leur crédibilité, et cela fragilise leurs actes au niveau international. Même s'ils tombaient comme Willy Ngoma, donc ce sont les gens qui sont déjà sacrifiés et abandonnés. Merci beaucoup, maître Mabika Charles, je vous en prie, président des défis. Voilà, nous entamons le deuxième sujet. Et là, je vais vous demander qu'on va mettre les sujets de l'apport, de pouvoir continuer dans notre prochaine édition, vu l'immensité de ces sujets. On va en parler en profondeur. Je pourrais peut-être l'aligner seul ou avec un autre d'actualité le mardi prochain, mais aujourd'hui on parle de cet embrasement de fake news sur les réseaux, et le président Tshisekedi s'est impliqué parce que trop, c'est trop. Il y a eu usage abusif des réseaux sociaux en République démocratique du Congo, et les chefs de l'État a demandé qu'il y ait des mesures, qu'il y ait des sanctions. Et je ne sais pas, n'est-ce pas, Diomayele, n'est-ce pas les freins à la liberté d'expression, où le chef a raison de prendre cette mesure et de donner ses instructions aux ministres concernés? Déjà, je ne suis pas aussi, c'est la deuxième fois que je ne sois pas d'accord avec votre épilogue, votre manière de conclure. C'est là frein à la liberté d'expression. J'ai dit non. Vous saviez, les humains sont régis toujours par les règles énormes. Un humain ne peut pas se comporter, surtout que nous sommes dans la société. C'est pourquoi à chaque fois qu'un humain se comporte outre les règles énormes établies, il y a toujours des qualificatifs. On l'appelle délinquant, on l'appelle incivique, on l'appelle rebelle, parce qu'il outrepasse les règles de droits établis. Et dans ces règles-là,
il y a secteur par secteur, c'est séquencé. Par exemple, ici nous sommes dans le domaine de la communication, de la liberté d'expression. Il y a des normes établies pour que nous ne puissions pas graviter vers les zones infractionnelles. Vous savez, au Congo, si vous faites une analyse plus approfondie, vous faites aussi une politique comparée, vous verrez qu'au Congo, nous sommes parmi les pays où les gens s'expriment mieux. Les gens même, les gens ici, quand je parle de gens de tous bords, il y a certaines personnes qui ont même tendance à dénigrer la personne du chef de l'État, mais nous connaissons que le chef est sacré. Si vous allez chez Kim Jong-un là-bas, la question de la liberté d'expression, on n'en parle même pas. Si vous allez chez Poutine, on n'en parle même pas. Donc moi je pense ici, le chef a raison, parce que parfois nous tendons vers les bavures, nous tendons aussi vers la perversion. C'est pourquoi il faut encadrer ces secteurs. Je prends les secteurs par exemple. Les présidents de la République exigent des sanctions. Exactement. Je prends par exemple le domaine des débats politiques. Quand on est des débats politiques aujourd'hui en République démocratique du Congo, regardez les différentes chaînes. Aujourd'hui, ce sont les récitations bloquées. Surtout lorsqu'on est de l'opposition, on bloque des récitations. Lorsqu'on vient sur le plateau, on commence à vomir ces récitations. Il n'y a plus de qualitatif. Donc le chef a raison. Regardez, au fait, même les publications sur les réseaux sociaux. Parfois je me demande, est-ce que nous connaissons l'importance de la nation, de la patrie? Nous sommes pendant une conjoncture qui est très spéciale. Nous sommes attaqués à l'est du pays. Et il y a certains qui donnent du crédit à nos adversaires par les trichements de réseau. Commencez à conclure. Par les trichements de réseau. Donc moi je pense ici que, même lorsque vous lisiez l'article 23 qui régit la liberté d'expression, il dit que tout doit se faire au regard des normes. Tu as la possibilité de t'exprimer, tu as la possibilité de faire tes publications, mais les publications ne doivent pas empiéter les normes. Parce que du moment où les publications empiètent les normes, tu es dans ce qu'on appelle l'infraction. D'accord. Ici, merci. On doit comprendre que, j'ai dit à ceux qui nous suivent à la maison, même à ceux qui sont de l'opposition, on doit comprendre que nous sommes une nation, un État régi par les normes. D'accord. Et puis, lorsque nous sommes régis par les normes, les communications que nous devrions faire doivent rimer avec ces normes. Au cas où tes communications empiètent les normes, les communications dans les différents... Exact. Moi, je suis partisan que les gens subissent. Vous saviez, au-delà de tout, je conclue par là, nous sommes Bantous. Les Bantous ont une autre conception du chef de l'autorité. C'est comme si je suis dans le plateau, je peux avoir une connaissance, mais il faut avoir des langages, des vocabulaires tempérés envers ceux qui nous ont précédés. Ça ne veut pas dire parce que nous partageons le même plateau que nous puissions avoir des vocabulaires rudes et rigoureux. Merci Diomaye. Maître Charles, vous avez suivi cette information. Le président a tonné sur les ministres sectoriels, dont les ministres de la Justice, pour sanctionner tous les abus dans les réseaux sociaux et encadrer, prendre même des mesures restrictives. Je me rappelle, sous Lambert Mende, on coupait même l'Internet pour éviter qu'il y ait tout ça. Et les gens étaient en train de... Mais aujourd'hui, on va revenir à ces mesures-là. Merci beaucoup, mon frère. Une très bonne question pertinente. Et puis une mesure que nous saluons. Et puis nous acclamons pour cette mesure. Parce que si on est autorité, on doit jouer encore le rôle de donner l'éducation. Depuis que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris le pouvoir dans ce pays, c'est la première fois que je vis un président être insulté sur des chaînes de télévision et personne ne s'intéresse à lui. Et quand on cherche à appliquer la loi, on évoque des questions de tribalisme et consorts. Ou bien on va copier-coller. Donc on prend les mots dictature, on colle à ça. Donc ces comportements-là, et ce sont des intellectuels comme nous qui les faisaient tous les jours. Ça réduit la démocratie et ça réduit la personnalité de notre chef de l'État. Quand on parle, parce que nous en droit on comprend bien, quand on appelle quelqu'un chef de l'État, on comprend que c'est toute une thèse, c'est toute une théorie. Il y a beaucoup de choses qu'il faut apprendre là-bas. Quand on a un État, tout le monde dit Amoutuka l'État, Zéla l'État. Mais quand on dit chef de cet État-là, mais quand on a des langages faciles envers cette personne-là, vraiment, on les dédaigne,
excusez-moi, j'ai vu même Daniel Safoud, qui est aujourd'hui, qui a joint la rébellion, qui a insulté plusieurs fois. Il faisait du théâtre avec notre président de la République. Il y a beaucoup de personnes qui ont agi comme ça. Et cette mesure va aider maintenant la population à comprendre que le chef de l'État, c'est une personne qu'il faut respecter. D'ailleurs, le président de la République, c'est une institution. Le président de la République, c'est une institution reconnue constitutionnellement. Et la première institution de notre pays. Donc, on doit maintenant, suite à cette mesure, nous demandons à notre justice d'appliquer plus vite cette mesure contre tout celui qui va diffamer la personnalité du chef d'État, même d'autres autorités. Ainsi que les ministres sectoriels, de prendre des mesures adéquates pour que les pays comprennent quand même qu'il y a une hiérarchie. Dans ce pays, il y a une organisation, il y a une constitution. Il y a quoi? Parce que ce n'est pas au profit du chef de l'État, c'est moi. Ça sera mieux pour les présidents qui viendront. Et ça fera notre honneur. Merci, merci Maître Charles. Je ne vous laisse pas trop de temps parce que nous sommes en train de conclure notre émission. Monsieur Christian Mambou, le président demande des sanctions contre les abus sur les réseaux sociaux. Et puis, il dit que cela se fasse dans le respect des droits humains. C'est pas... Bon, moi... Et aux opposants qui pensent qu'il faut laisser la liberté, qu'il faut laisser les gens parler. De toutes les façons, moi, je remarque seulement qu'il y a eu une certaine léthargie pendant très longtemps au chef de nos services, de nos structures ou institutions de contrôle et de répression. Je ne peux pas accepter au XXe siècle, au XXIe siècle, pardon, que les gens s'évertuent parce qu'ils veulent avoir un peu de comment ils appellent ça, visibilité. Donc, accord sur le YouTube là, les vues. Des vues, voilà. Les vues sur le YouTube. Les likes. Et se lever le matin, commencer à critiquer les autorités de la République, hein, et de dénigrer, de dénuder même les autorités de la République, sans qu'il y ait des saisines de procureurs auprès de cours d'appel ou des tribunaux, cours et tribunaux. Et sans même qu'il y ait des interpellations au niveau de l'ANER, de nos services de renseignement et tout et tout. Et ces gens-là avaient trouvé que c'était leur dada, c'était leur tasse de thé, maintenant leur gagne-pain, de pouvoir se lever au matin, de commencer à critiquer les autorités. La dernière en date, j'ai vu une dame là, je ne la connais pas, je l'ai vue dans les réseaux sociaux, elle s'attaque ouvertement à la première ministre, en racontant même des inéries au chef de la première ministre, comme quoi, bon, je ne peux pas le dire ici, mais finalement, le président a dit sévir. Si le président a sévi, ça doit interpeller les ministres. Pourquoi moi, ministre de la Justice, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu l'opportunité ou je n'ai pas eu la décision d'arrêter cette affaire-là au début? Donc un laisser-aller ministériel. Un laisser-faire, laisser-aller. À tous les niveaux. Nous ne devons pas toujours rendre le président au centre de toute décision. Ce n'est pas pour rien qu'il a des collaborateurs. Si c'est choisi des collaborateurs sectoriels, il fallait que ces collaborateurs fassent leur travail. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de tout revient sur le président. Voilà, parce que c'est lui-même qui a pris la mesure. Nous sommes en train de le saluer, sa décision et tout ça là, mais cela dénote d'une faiblesse du gouvernement. D'une faiblesse des services. Des services et que faire? Que faire? Il faudrait que chacun fasse son travail. Chacun fasse son travail et qu'il y ait un bon casting. Hein. Il faut qu'il y ait un bon casting, ça doit interpeller le chef de l'État. Un bon casting encore pour un autre gouvernement. Mais pourquoi pas? Parce que ce n'est pas... Il n'y a pas remaniement en vue. Il n'y a pas remaniement en vue. Non, mais moi je parle, je dis que si aujourd'hui nous avons des sanctions aussi rébarbatées au niveau du gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même il y a des manquements. S'il y a des manquements, il y a l'inefficacité. S'il y a l'inefficacité, donc il faut changer. On peut faire de l'épuration, on peut faire des réajustements. Merci. Monsieur Jaï, qu'est-ce que vous pensez de ce que le président... Moi, je soutiens le président parce que c'est lui la tête du pays. Nous devons savoir que le Congo est en train de traverser une période, je ne sais pas comment dirais-je, mais compliquée. L'homme congolais est descendu trop bas, de telle sorte que
quand vous avez deux personnes, peut-être l'intellectuel, celui qui se sent intellectuel, il est encore plus bas que celui que vous négligez. C'est ça le problème, même dans le gouvernement. Comment le président doit prendre une mesure que le gouvernement pouvait faire. Voilà. Et dans les réseaux sociaux, quand vous regardez, moi je vois dans mes réseaux, il y a des gens, des Congolais, des pères et des mères, et ne diffusent que les informations négatives au pays. Ce n'est pas possible. Moi, tout ce qui est négatif, Mais M. Christian a dit c'est un gagne-pain. Le gagne-pain, mes chers amis, quand il n'est pas correct, c'est de l'argent sale. Vous savez, excusez-moi, peut-être ça va vous blesser. Aujourd'hui, quand quelqu'un est licencié, mais il se retrouve pasteur. Ça, c'est une aberration. Il n'a pas supporté la vie quotidienne. Vous êtes pasteur, vous devez aller travailler. Faites votre travail. Qui vous a dit, bon, c'est un autre débat, mais, oui, mais qui vous a dit que tous les pasteurs ne travaillent pas. Mes chers amis, ou bien on refuse. Mes chers amis, même Jésus, que nous adorons, Jésus-Christ est menuisier. D'accord, on termine. Donc, les Congolais doivent fournir un effort pour qu'ils soient cotés. Aujourd'hui, au niveau international, la RDC, on les souligne, la RDC qui était effacée, donc gommée sur la carte mondiale. Mais c'est toujours l'opinion internationale qui dit que la RDC est reprise maintenant, est reprise dans... Et donc, nous devons être justes, fournir un effort pour avoir un type d'homme acceptable. D'accord, voilà. Merci. Cléophas, on termine avec vous. Vous avez été de ceux qui avaient applaudi cette mesure quand elle a été prise, parce que vous n'acceptez pas que l'on puisse faire ce qu'on remarque sur les réseaux sociaux contre votre pays, contre les autorités. Merci beaucoup. J'ai dit qu'il n'est pas tard pour mieux faire. Et je dirais comme mes prédécesseurs que je suis vraiment au regret pour voir que pour qu'on puisse agir en République démocratique du Congo dans un secteur donné, il n'y a que le chef de l'État qui doit dire non, ça ne doit pas se faire comme ça doit cesser. Ça doit cesser. Ça doit cesser, monsieur le ministre. Ça doit cesser. Ça doit cesser, monsieur le responsable des services. Ça doit cesser. Pour qu'on interdise la circulation des motos dans la capitale de ville, c'est le président qui doit dire au Conseil des ministres. Ça doit cesser. En fin de compte, pour qu'on me donne moi ma chemise, il faut que le président puisse donner la chemise à Nyerere. Non, c'est quoi ça finalement? C'est quoi ça? C'est énervant. Messieurs les responsables de chaque secteur, vous devez comprendre qu'il est président de la République. Il a confié à chacun une tâche conformément à la loi. Et chacun doit s'assumer. Je ne suis contre personne. Vous pouvez vous imaginer, j'ai vu sur le réseau, qui est un moyen actuel pour communiquer, que nous apprécions tous. J'ai vu un monsieur, que je ne vais pas citer ici, déchirer le rapport de la RDC ce matin. J'ai vu un monsieur sur un plateau, en train de déchirer les drapeaux de la République. Il dit, ça c'est quoi? C'est quoi ça? C'est punissable. J'ai vu ça. Si vous n'avez pas vu, moi je vais vous envoyer à la fin. Ça m'a fait très mal. Déchirer le drapeau de la République. Papa, même si nous voulons avoir la démocratie, la liberté d'expression. Non, moi, monsieur le président de la République, je vous appelle à utiliser cette fois-ci la démocrature. C'est-à-dire une démocratie associée d'une petite dose de la dictature. Donc vous voulez que le président devienne dictateur? Pour arranger les choses. Non, je ne dis pas qu'il... Je dis qu'il a... Quand il ajoute une dose de dictature. Mais c'est ça. Pour faire... Comment, monsieur Gustave? Je suis dans mon coin avec mon téléphone, je prends l'image de Gustave et je vous présente nu. Voilà. Au nom de réaliser les vues. Et ça passe... Personne n'inquiète personne, ça passe comme ça. D'abord, c'est une honte pour nous-mêmes, la crème intellectuelle de la République. Vous allez voir que nombreux de ceux qui publient
Donc, sont de ceux qui se disent. La loi sur la cybercriminalité n'est pas foulée au pied. La loi d'abord portant sur le numérique, je crois que l'avocat est là. Il y a une nouvelle loi qui a été promulguée sur le numérique. Cette loi n'est pas connue par les peuples congolais. On l'applique pas. On l'applique pas. Le président a demandé qu'on applique. Chacun fait ce qu'il veut, comme si nous étions dans les jungles. Non, voilà. Nous pensons que cette fois-ci c'est la bonne et que, Monsieur le Président de la République, une démocrature arrangerait les choses au lieu que ces choses puissent continuer comme ça. Et ceux qui doivent agir, chacun selon ses prérogatives et responsabilités, doivent agir. Au cas contraire, leur place n'est pas dans le gouvernement. Merci Cléophas Niemboué, on a fini. Pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, le grand problème c'est que les gens pensent que c'est Tshisekedi qui termine l'effet d'être président de la République. Après Tshisekedi, il n'y aura plus personne. Non. Il doit y avoir une politique continuelle concernant la communication. Moi, je pense que ce n'est pas les personnes. Il faut construire parfois certains concepts dans les collectifs imaginaires du peuple congolais. Vous voyez aujourd'hui avec l'Iran, quand on parle du guide suprême, vous voyez la conception qu'ils ont du guide suprême. C'est les collectifs imaginaires. Ils ne peuvent pas blasphémer autour de cette personne-là. Vous partez chez Kim Jong-un. Vous voyez, parfois, il pleure. C'est le magistrat suprême. Au fait, c'est les collectifs imaginaires de chaque concept qu'on construit. Moi, je pense qu'on doit asseoir les politiques publiques continuelles. Par exemple, des arrêtés. J'ai vu la loi sur l'arrêté de l'ordonnance loi de 1963 concernant l'offense à la personne du président de la République. Voilà de tels documents qu'on donne. Moi, je dis au président de la République, vous-même prenez la main, donnez une ordonnance aux lois concernant les bavures communicationnelles. Comme vous avez la loi. Merci à tous. Je pense que les Congolais n'ont pas pu profiter du bien fondé des réseaux sociaux, soit pour faire guerre à l'ennemi, soit pour décourager les antivaleurs, mais ils en ont fait un usage qui n'est pas vraiment conforme à la loi et qui n'aide pas la République, un usage antipatriotique, et donc les sanctions sont déjà, comme on dit dans la presse, l'épée des Damoclès, et donc sur les têtes de plusieurs pour sanctionner tout abus sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est par là que nous terminons cette émission de ce jour. Merci à Cléophas Niemboué Nyerere. Merci à Joe Mayele. Merci à Christian Mambou. Merci à Maître Charles Mabika. Merci à Jaïn Talou. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite, c'est au prochain numéro. Restez branchés sur votre chaîne de prédilection, la RTNC2 Développement. Les journaux avec Nathalie Msungu, c'est dans quelques minutes. Au revoir. Merci.